Il me succède au titre de duc de Cornouailles et reprend les fonctions que j'ai exercées pendant près de 50 ans. Le palais n'a jamais semblé aussi fragile depuis les jours les plus sombres des années 1990, lorsque la monarchie était au bord de l'effondrement et que le monde observait dans un silence stupéfait la famille royale lutter pour sa survie. Cependant, ce qui s'est passé entre ces murs historiques fera l'objet de discussions parmi les historiens de la royauté pendant des générations. Le roi Charles, qui a attendu plus longtemps que tout autre successeur britannique pour monter sur le trône, a transféré discrètement, de manière décisive et sans proclamation publique, l'intégralité de l'autorité opérationnelle de la monarchie au prince William. Pas de caméra, pas de cérémonie, pas de déclaration à la nation, juste un dossier des signatures et un transfert de pouvoir si important que le personnel du palais est encore en train de l'assimiler. Camilla est au cœur de ce bouleversement. Expliquons ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit et ce que cela signifie pour la monarchie britannique, car le récit est plus dramatique, intime et explosif que ne le laissent entendre les gros titres. Restez avec nous car cela va bouleverser tout ce que vous savez sur la famille royale. Le transfert discret. Revenons au début. Pas de flash, pas de fanfare, pas de discours à la télévision. Le transfert de pouvoir qui secoue les cercles royaux s'est déroulé dans un silence quasi total. Ce silence était intentionnel car la monarchie agit discrètement pour éviter l'attention des médias. Elle agit rapidement dans l'ombre. Le roi Charles a mené à bien l'un des transferts d'autorité royale les plus délibérés et les plus calculés de l'histoire britannique moderne, selon des sources du palais. Le mécanisme qu'il a utilisé, un système documentaire si mystérieux que peu de résidents du palais l'avaient jamais vu. Un dossier beige portant uniquement les lettres ESD contenait le dossier de succession d'urgence, un ensemble d'instructions juridiques utilisées par les responsables du palais. Prenez le temps d'y réfléchir. Plan de succession d'urgence. Document non destiné à une passation de pouvoir cérémoniel. Pas d'acte symbolique, un protocole d'urgence. Ce document est destiné aux moments extrêmes, des moments où la monarchie ne peut ni s'arrêter ni discuter. Ces documents étaient généralement utilisés en cas de maladie soudaine, de blessures graves ou d'instabilité en temps de guerre qui menaçaient la couronne dans les époques passées. Des outils de crise et de dernier recours. Le fait que Charles se soit emparé du dossier a envoyé un message clair même si le monde extérieur n'en savait rien. Ce changement était inhabituel, une monarchie réagissait à une menace existentielle. Après que Charles eut signé ses contrats, ses conseillers les plus proches l'ont suivi. En quelques heures, une manœuvre qui n'a nécessité ni annonce publique, ni conférence de presse, ni proclamation royale a transformé la structure du pouvoir de l'une des institutions les plus célèbres au monde. Cette question mérite réflexion. Qu'est-ce qui a poussé un monarque qui avait attendu toute sa vie cette couronne à céder secrètement les rênes à son fils ? Tous les initiés du palais disent-nous que c'est Camilla, pas simplement son image publique, plus que le bruit de fond de la politique de palais. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui pourrait ébranler la confiance populaire dans la monarchie jusqu'au plus profond d'elle-même si cela se confirmait. Les actions présumées de Camilla seront détaillées. Voyons d'abord à quoi ressemblait ce transfert de l'intérieur, car c'est plus dramatique que prévu. La signature de Charles a eu un impact immédiat au palais. Les structures hiérarchiques ont changé brusquement. Des hauts fonctionnaires qui rendaient compte au roi depuis des années recevaient désormais leurs instructions de William. Les responsables du protocole soumettaient leurs déclarations à William pour approbation. Suivant le modèle de Charles, les conseillers qui avaient bâti leur carrière sur ses goûts se retrouvaient dans les mêmes pièces que son fils. Les apparitions publiques de Camilla ont disparu, discrètement, l'une après l'autre, sans explication. Elle avait été le fer de lance des initiatives royales pendant des années. Elle a mis fin à des programmes qu'elle présentait comme son cadeau à la monarchie moderne. Certains de ses plus proches collaborateurs ont été mutés. En secret, son attaché de presse a quitté les services du palais. Le message était subtil. Cependant, personne au sein du palais ne pouvait l'ignorer. Des limites avaient été fixées. C'est William qui les a tracées. Qu'est-ce qui a déclenché la crise ? Bien que cela ne soit pas inattendu, cette nouvelle dévastatrice met la famille royale au défi alors qu'elle tente de concilier ses obligations publiques et privées. Alors que le roi se retire de certaines fonctions, l'attention s'est tournée vers la chronologie de son état de santé et le destin de la monarchie. Cependant, la santé du roi a déjà été remise en question par le passé. Nous allons examiner ses antécédents médicaux pour déterminer ce qui a causé cela. Restez à l'écoute pour des nouvelles surprenantes concernant la santé du roi Charles. Dans sa jeunesse, le roi Charles était en bonne santé et pratiquait activement l'athlétisme, l'équitation et le service public. Les choses ont changé en 1998. Le genou droit de Charles a commencé à lui faire mal cette année-là lors d'un engagement officiel. Pour un vétéran de l'équitation et du polo, c'était courant. Ceux qui travaillaient avec lui ont déclaré qu'il grimaçait après de longues marches ou des événements publics. Les médecins ont recommandé une intervention chirurgicale mineure en mars 1998. Le problème articulaire a été résolu par une opération au laser par micro-incision. La chirurgie arthroscopique, mini-invasive, est courante chez les athlètes et les personnes souffrant d'usure du genou.
L'opération s'est bien déroulée et il s'est rapidement rétabli, mais c'était la première fois que le public parlait de sa santé. Plus tard, en 2003, Charles a connu un autre problème de santé. Lors d'une apparition publique, on l'a vu se déplacer avec prudence et porter parfois sa main sur son abdomen. Il souffrait d'une hernie causée par un effort ou l'exercice physique. Malgré la douleur, il a continué à honorer ses engagements jusqu'à ce qu'il subisse une intervention chirurgicale appropriée. Les membres de la famille royale se rendent régulièrement au King Edward's Hospital où il a été admis en mars. Cette opération simple n'a duré que quelques heures. Il a été gardé en observation pendant la nuit et est sorti le lendemain. Selon des témoins, il était de bonne humeur et riait avec le personnel médical. Mais ce n'était que le début. Les années qui ont suivi ont apporté des problèmes de santé inattendus et inquiétants. Charles a eu un autre petit problème au visage en 2008. Une petite imperfection est apparue sur son nez sur des photos prises lors d'événements publics. Le palais a confirmé qu'il s'agissait d'une excroissance bénigne après qu'il l'eût fait retirer dans un établissement londonien. Bien que l'intervention ait été simple, elle a rappelé à beaucoup que les membres de la famille royale ont eux aussi des problèmes de santé. La tumeur a été retirée sans difficulté et il a repris le travail en quelques jours assistant à des événements publics avec un modeste pansement qui a suscité plus de curiosité médiatique que d'inquiétude. Le roi Charles n'était pas étranger aux blessures physiques. Sa passion de toujours pour le polo et l'équitation comportait des risques. Parmi ses accidents sur le terrain les plus notables furent des chutes qui l'ont assommé. Le polo, bien que gracieux, est un sport rapide et de contact et Charles était extrêmement compétitif. Ses blessures à la tête ont nécessité des soins médicaux lorsqu'il a été éjecté de son cheval après une collision lors d'un match. Il pense à l'avenir de son fils William, de ses descendants et de l'institution qui façonne la culture britannique depuis des millénaires. Le caractère personnel de son règne le rend intrigant. Charles est plus accessible que les souverains précédents. Il plaisante sur ses faiblesses, parle franchement du vieillissement et fait preuve d'une chaleur sincère envers les autres. Sa franchise l'a aidé à se rapprocher d'une génération qui privilégie la sincérité au pouvoir. Cela distingue également son parcours de celui de sa mère. La reine Élisabeth II a régné par le devoir et la tradition, et Charles lui rend hommage par le dialogue, la compassion et l'inclusivité. Il sait que l'existence de la monarchie dans le monde moderne dépend de sa pertinence, c'est pourquoi il tente d'en faire plus qu'un simple symbole du passé. La modernisation comporte des risques. Chaque réforme va à l'encontre de siècles d'habitude et tout le monde n'apprécie pas le changement. Certains traditionalistes craignent que l'allègement de la monarchie par Charles ne diminue sa présence cérémonielle. D'autres affirment qu'il fait ce qui est nécessaire en se concentrant sur l'objectif plutôt que sur le faste, et ce débat se poursuivra sans aucun doute à mesure que son règne avancera, d'autant plus que les jeunes membres de la famille royale assument des responsabilités plus visibles. Le roi Charles est en train de remodeler la monarchie, mais une question demeure. Dans quelle mesure sa vision correspond-elle à celle de l'héritier précédente, abdication et service à vie? Lorsque des rumeurs ont couru selon lesquelles le roi Charles pourrait céder le trône au prince William, beaucoup les ont rejetées comme de simples rumeurs royales. Elles ont rapidement attiré l'attention, d'autant plus qu'elles provenaient d'un confident de la princesse Diana. Paul Burrell, son ancien majordome royal, a surpris tout le monde avec une prédiction audacieuse. Il a déclaré que le roi Charles avait un plan sur 10 ans pour céder la monarchie à son fils aîné. Il semblait convaincu qu'il s'agissait d'une décision royale et non d'une simple supposition. Il a ajouté que le roi Charles et la reine Camilla n'envisageaient pas un règne à vie comme celui de la reine Élisabeth II. Au contraire, ils ont convenu que le prince William monterait sur le trône vers l'âge de 85 ans et mènerait la monarchie vers une nouvelle ère. Au départ, cette idée semblait improbable car l'abdication d'un roi britannique est inconcevable. Tout le monde se souvient du dévouement de toute une vie de la reine Élisabeth. Le débat s'est amplifié lorsque beaucoup ont établi un lien entre l'affirmation de Burrell et les actions d'autres familles royales européennes. Ces dernières années, certains monarques ont abdiqué cédant leur couronne à des héritiers plus jeunes. L'abdication de la reine Margrethe II du Danemark en janvier 2024 a particulièrement retenu l'attention. Sa décision a été considérée comme moderne, permettant à la monarchie de rester en phase avec son temps et en lien avec les jeunes générations. Le roi Charles pourrait être inspiré par cette tendance et décider de céder la couronne plus tôt que prévu. C'est là que les choses deviennent les plus intrigantes. Paul Burrell est allé au-delà de la simple comparaison entre le roi et les monarques européens. Il a suggéré que Charles pourrait suivre l'exemple de son père, le prince Philippe, qui s'est retiré de la vie publique après de nombreuses années. Burrell estimait que Charles se considérait comme un pont entre l'ancien et le nouveau, un monarque, qui maintiendrait le cap puis transmettrait ses fonctions à son fils de son vivant pour assister au prochain chapitre. Comme Charles a toujours cherché à être moderne et tourné vers l'avenir, cela semblait plausible. Cette prédiction n'a pas convaincu beaucoup de gens car l'abdication britannique porte une lourde empreinte historique que peu de gens peuvent ignorer. Pour comprendre pourquoi cette prévision était si forte, il faut revenir sur la démission du roi Édouard, 8 en 1936, le seul monarque britannique moderne à avoir agi ainsi.
Son abdication a ébranlé la monarchie britannique et continue de façonner la façon dont la famille royale est perçue. C'est l'amour qui a motivé la décision d'Édouard et non son âge ou sa santé. Il prévoyait d'épouser Wallis Simpson, une américaine divorcée, ce qui était impensable pour un roi et chef de l'Église d'Angleterre. Son histoire d'amour a opposé le désir personnel au devoir royal et le devoir a perdu. Édouard a renoncé à son titre et à la stabilité de la monarchie lorsqu'il a signé l'acte d'abdication. Sa démission a provoqué une catastrophe nationale. La décision nécessitait l'accord de tous les échelons du gouvernement britannique et du Commonwealth, ce n'était donc pas un transfert pacifique. Elle a été perçue comme un séisme constitutionnel qui a mis à l'épreuve le pouvoir et l'unité de la monarchie aux yeux des dirigeants du monde entier. Beaucoup de personnes de cette génération se sont senties trahies. La famille royale a passé des décennies à rétablir la confiance après que le roi eut trahi le serment sacré de servir à vie. Les historiens affirment que le frère d'Édouard, le roi George VI, a sauvé le royaume alors qu'il était en danger. Il a restauré la foi en la force, l'humilité et le service. Il a redonné sa dignité à la couronne et posé les fondations du magnifique héritage de la reine Élisabeth II. Cet épisode traumatisant a fait passer l'abdication pour quelque chose de honteux et de terrifiant au sein du système royal britannique. Elle était perçue comme un manquement au devoir et non comme un renouveau. Au fil du temps, la monarchie s'est reconstruite autour du serment de servir à vie. Élisabeth a embrassé cette philosophie de toutes les manières possibles. La propagation des prévisions de Burrell dépasse le stade de la rumeur pour devenir un débat sérieux. Beaucoup se demandent si la monarchie doit évoluer avec son temps ou s'en tenir à ses méthodes séculaires. Il est également crucial de comprendre comment l'héritage personnel influence ces discussions. Le roi Charles a passé sa vie à se préparer à ce rôle. Il a attendu plus longtemps que n'importe quel héritier britannique pour devenir roi. Le début de son règne a été marqué par des efforts visant à moderniser les coutumes royales tout en préservant leur essence. Il a exprimé son désir d'une monarchie plus petite, plus efficace et plus populiste. L'idée de se retirer après 10 ans semble contredire son grand dévouement au service public. L'argument du plan sur 10 ans avancé par Burrell montre comment les gens envisagent concrètement la monarchie moderne. L'âge et la santé du roi, étant au centre de l'attention nombreux, sont ceux qui pensent qu'une transition ordonnée est logique. Les experts constitutionnels soulignent rapidement que la loi britannique n'autorise pas une abdication planifiée. Comme en 1936, une démission impliquerait une nouvelle procédure juridique impliquant le Parlement et le Commonwealth. Cela raviverait de vieilles blessures et ferait ressurgir l'incertitude que la monarchie a tant eu de mal à surmonter. La plupart des gens oublient que l'abdication est une décision nationale. Les monarques ne peuvent pas prendre leur retraite comme des fonctionnaires. La continuité constitutionnelle rend le monarque indispensable au fonctionnement de l'État. La couronne supervise toutes les actions du gouvernement du Parlement au verdict judiciaire. La démission du roi impliquerait de réécrire des éléments essentiels de ce cadre, ce que personne ne souhaite revivre. Les propos de Burrell ont suscité la controverse mais ont également mis en lumière l'importance symbolique de la couronne britannique. Le rôle du roi repose sur le dévouement, pas sur le nombre d'années. La couronne est bien plus qu'un simple objet en or transmis de tête en tête. Son histoire a traversé les guerres, les crises et des siècles de changements. Chaque monarque porte cet héritage et pour Charles, c'est une mission personnelle de préserver la fermeté et l'altruisme de sa mère. Cela fait que ce plan sur 10 ans ressemble davantage à une supposition d'un observateur extérieur qu'à une politique royale. Restez à l'écoute tandis que nous explorons cette histoire et cette grande découverte. Il a continué à jouer jusqu'à l'âge mûr malgré ses expériences. Heureusement, aucune de ces chutes n'a causé de lésions neurologiques, mais elles ont montré que Charles était prêt à endurer la souffrance pour faire respecter la tradition royale. Pendant les années de pandémie, Charles a dû faire face à une nouvelle épreuve de santé. Il a été diagnostiqué positif au Covid-19 au plus fort de la pandémie. Son âge a suscité l'inquiétude du public. Malgré des symptômes minimes, il a été isolé chez lui en Écosse. Toujours en convalescence, il a tenu des réunions virtuelles et participé à des événements royaux en ligne. Ses amis ont déclaré qu'il était frustré par ce repos forcé, mais qu'il suivait les conseils médicaux. Il a amélioré ses habitudes de vie en 2024. Buckingham Palace a annoncé en janvier que le monarque allait subir un traitement pour une affection de la prostate. Cette transparence a fait la particularité de cette nouvelle. Les membres de la famille royale révèlent rarement des détails aussi personnels. Le palais a déclaré qu'il s'agissait d'un problème courant chez les hommes d'un certain âge et que le monarque était entre de bonnes mains. Le 26 janvier, il a été admis dans un établissement londonien pour y subir une intervention chirurgicale réussie. Sa sortie et son rétablissement ont été annoncés quelques jours plus tard. Le monde entier a été stupéfait par une autre annonce peu après. En février 2024, le palais a révélé que les médecins avaient découvert un deuxième problème lors du traitement de la maladie de la prostate de Charles. Des examens complémentaires ont confirmé qu'il s'agissait d'un cancer, mais pas d'un cancer de la prostate.
Le diagnostic a surpris le public et les observateurs de la famille royale, d'autant plus qu'il avait été très actif récemment. Buckingham Palace a déclaré que le prince cesserait ses fonctions officielles pour commencer un traitement. Le monarque avait de graves problèmes de santé, mais les détails n'ont pas été divulgués. Par la suite, la routine quotidienne de Charles a radicalement changé. Il a suivi un traitement régulier contre le cancer dont le palais n'a jamais parlé, mais qui a peut-être impliqué de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Ses conseillers ont organisé son emploi du temps en fonction de ses rendez-vous médicaux, réduisant ainsi sa charge de travail. Malgré cela, il a examiné et signé des documents officiels, assisté à des réunions privées et rencontré le Premier ministre chaque semaine. Après plus d'1 an de prise en charge de sa maladie, le roi a de nouveau été brièvement hospitalisé en mars 2025. Cette fois-ci, il s'agissait d'une mesure de précaution suite à de brefs effets secondaires de son traitement anticancéreux. Buckingham Palace a minimisé l'inquiétude, la qualifiant de problème mineur. Il a repris des responsabilités légères après quelques jours. Cette période a été marquée par la transparence du monarque et du palais concernant sa santé. Les monarques britanniques gardaient traditionnellement leurs problèmes de santé secrets. Les maladies des monarques d'autrefois étaient généralement tenues secrètes jusqu'à leur mort. La révélation la plus surprenante est peut-être que le roi Charles a exprimé un souhait personnel susceptible d'affecter l'avenir de la monarchie. Quel est ce souhait et pourquoi fait-il surface maintenant à un moment aussi délicat? Restez avec nous, nous avons les réponses. Le jour où tout a basculé. Retour au 19 février 2026. Cette date restera peut-être dans les mémoires comme le jour où la monarchie contemporaine a connu son changement le plus significatif depuis la crise d'abdication de 1936. Le prince Andrew Mountbatten-Windsor, duc d'York, fils de la reine Élisabeth II et l'un des membres les plus protégés de la famille royale depuis des décennies, a été arrêté ce jour-là. L'accusation, la divulgation de documents gouvernementaux classifiés à des associés de Jeffrey Epstein. Prenez le temps d'assimiler cela. Un membre de la famille royale arrêté pour des faits liés au crime le plus explosif du XXIe siècle. Le palais en chute libre. Les appels ont afflué en quelques heures. Les grilles de Buckingham Palace ont été prises d'assaut par les journalistes. Les réseaux sociaux ont explosé. Un homme agissait avec détermination et lucidité tandis que les autres étaient stupéfaits par toute cette agitation. C'était le prince William. Selon des sources de la famille royale, William se préparait à ce moment depuis des années. L'analyste royal Moran Callaghan a déclaré au Daily Mail que Charles avait pratiquement renoncé au trône et choisi de ne pas s'impliquer dans ces situations, même si elles mettaient en péril l'avenir de la monarchie. Je n'ai pas pris cette décision dans la panique. Ce transfert d'autorité était prévu avant que l'arrestation d'Andrew ne fasse la une de l'actualité internationale. Dans sa biographie, William and Catherine Russell Myers a montré que les conseillers du palais mettaient en garde contre les agissements d'Andrew depuis des années. Il faut reconnaître que William a pris ces avertissements plus au sérieux que les autres membres de la famille. Charles a toujours cru que chacun possède un talent qui n'a besoin que d'être guidé et d'une occasion de s'exprimer. Mais sa vision dépassait les frontières de la Grande-Bretagne. Le King's Trust a ouvert des succursales dans plus de 20 pays. Cela symbolisait la façon dont la compassion et le leadership peuvent transformer des vies. Ce n'était pas seulement un changement de nom en 2024 lorsqu'il est devenu le King's Trust. Sa mission, entamée plus de 50 ans auparavant, se poursuivait. Son amour de longue date pour l'environnement témoigne de sa détermination. Charles mettait en garde contre la pollution, la déforestation et la surconsommation avant même que le changement climatique et la durabilité ne deviennent des sujets courants. On se moquait de lui parce qu'il parlait aux plantes et soutenait l'agriculture biologique, mais l'histoire montre à quel point il était en avance sur son temps. En tant que roi, il est le roi de la durabilité, un titre qui lui va comme un gant. Son règne met l'accent sur la protection de l'environnement et le développement vert. Son leadership a fait de Highgrove et de Sandringham des fermes durables et des centres de conservation. À travers d'innombrables discours et projets, il a persuadé les entreprises et les gouvernements de privilégier les effets à long terme plutôt que le profit. Malgré ses accomplissements, le règne de Charles a été difficile. Sa santé est devenue un sujet d'actualité majeur depuis son diagnostic de cancer. Néanmoins, le roi a fait preuve d'une grande force et d'un dévouement sans faille. Il honore ses engagements quand il le peut et s'appuie sur des membres de sa famille fiables, comme la reine Camilla et le prince William lorsqu'il ne le peut pas. Les conseillers d'État permettent aux membres de la famille royale d'exercer les fonctions du monarque lorsqu'il est malade ou à l'étranger. Cette méthode assure la continuité sans abdication ni changements radicaux. Malgré sa tradition, la monarchie dispose de systèmes capables de s'adapter à toute situation. Malgré ces changements, Charles a fait preuve de ténacité. Sa vie a été marquée par la patience et une préparation minutieuse, et son règne est paisible et solide. Ni la popularité, ni les améliorations radicales ne sont ses objectifs, mais l'équilibre
et la pérennité de ses causes et de son institution. Il parle publiquement de service, mais ses amis affirment que son sens du devoir va bien plus loin. Il considère sa fonction comme une vocation et non comme un privilège. Malgré les spéculations sur une abdication ou une retraite anticipée, ses actes démontrent le contraire. Gérer le règne actuel et les questions personnelles. Le monde a vu le roi Charles III monter sur le trône. Ce n'était pas simplement parce qu'il avait attendu plus longtemps que tout autre héritier britannique, mais parce que son règne a débuté en pleine crise de la monarchie. Les gens se demandaient quel genre de monarque il serait et s'il pourrait concilier tradition et exigences modernes. La couronne était plus qu'un héritage pour Charles. Elle exigeait une réinvention délibérée. Dès le premier jour de son règne, c'est ce qu'il a fait. La vision du roi Charles pour une monarchie contemporaine s'est toujours démarquée. Avant de devenir roi, il affirmait régulièrement que la famille royale devait être plus petite et plus efficace même dans les années 1990. Elle devait symboliser la valeur et non l'excès. C'est là qu'est née l'idée d'une monarchie allégée. Il soutenait que moins de membres actifs de la famille royale et une concentration accrue sur la ligne directe de succession permettraient au public de sentir que son argent était bien dépensé et maintiendrait la pertinence de l'institution. Cependant, lorsqu'il est devenu roi, cette idée a pris forme dans des circonstances particulières. Les départs du prince Harry et de Meghan Markle ainsi que les déboires du prince Andrew avaient déjà limité les activités de la famille. Par nécessité, la transformation soigneusement planifiée par Charles est devenue réalité. Il s'agissait d'un ajustement forcé. Le noyau dur chargé des tâches royales s'étant réduit, certains experts ont qualifié cette monarchie de monarchie squelettique. Mais Charles n'a pas paniqué. Il y a vu un test de persévérance et une occasion de redéfinir l'image de la monarchie. Il a donné la priorité à l'efficacité et à la transparence. Il a insisté sur le fait que chaque engagement royal et chaque fonction publique devait avoir un sens. Peu après son accession au trône, il a nommé le prince William et la princesse Catherine, prince et princesse de Galles, afin de signaler que l'avenir de la monarchie était en cours de planification. Il s'agissait de modifier la tradition, pas de la détruire. Cette structure allégée présentait des inconvénients. Avec moins de membres de la famille royale de haut rang, la reine Camilla, la princesse Anne et le prince William avaient de plus de travail. La tension accrue rendait chaque apparition plus importante. Charles est resté stable malgré ces circonstances. Il a maintenu la continuité tout en transformant discrètement la monarchie. Il le savait. Le roi Charles a passé sa vie à se préparer à diriger avec détermination. Son engagement dans les questions d'intérêt général a commencé des décennies avant son couronnement. Son parcours est inhabituel parmi les monarques. Son règne repose sur un engagement et un dévouement de toute une vie et non sur des revirements soudains. Avant de devenir roi, il a fondé le Prince's Trust, aujourd'hui le King's Trust, l'une des organisations caritatives les plus influentes du Royaume-Uni. Tout a commencé modestement en 1976 avec son indemnité de départ de la marine d'un montant de 7 400 livres. Son objectif était simple mais puissant. Il aidait les jeunes à la recherche d'un emploi, d'un logement ou d'un but dans la vie. Son objectif était de leur donner l'espoir et les chances que la société leur refusait. Au fil du temps, cette idée s'est transformée en quelque chose de bien plus grand que ce à quoi quiconque s'attendait. Aujourd'hui, le King's Trust vient en aide à plus d'1 million de jeunes Britanniques. Il propose des formations, du coaching et des investissements aux propriétaires de petites entreprises et à ceux qui recherchent des talents, mais il a commis l'une des pires erreurs royales de l'histoire. William s'est immédiatement adressé au roi Charles et à la reine Élisabeth. Il a délivré un message clair. Andrew devait être démis de ses fonctions royales immédiatement. Une exclusion totale sans compromis. Ces avertissements ont alors été ignorés. La défunte reine protectrice envers son fils a évité tout drame. Le prince de Galles Charles était déchiré entre son dévouement envers sa mère et la survie de l'institution. Mais William a persisté. Il aurait informé les membres de la famille royale de haut rang que la relation de la monarchie avec le public était fragile et que la sauvegarde de l'institution était plus importante que la protection de la famille. En 2019, ces paroles ont été largement ignorées. Il l'avait prédit pour 2026. William n'est plus un héritier en attente dans les coulisses après l'incarcération d'Andrew et le diagnostic de cancer de Charles. Tout indique qu'il prend les décisions. Des sources affirment que William a été impliqué dans toutes les décisions importantes concernant Andrew au cours des 6 derniers mois, notamment la révocation de ses titres, son expulsion de la résidence royale et la rupture de ses liens avec l'institution. Charles n'agit pas seul. William dirige la stratégie. Charles, fatigué, en mauvaise santé et conscient des exigences liées à la survie de la monarchie, le laisse